Je m'appelle Jasper Quinn, et il y a 11 ans, je me tenais dans le hall de la maison de mon enfance, sentant la main de ma mère sur ma joue, brûlante et impitoyable comme du fer en fusion. J'avais refusé son choix, regardé la femme qu'elle avait arrangée pour moi et ne l'avais vue que comme une simple transaction commerciale, une alliance forgée dans des salles de réunion et des plateaux d'argent polis plutôt que dans le rire ou le désir. Mon refus a brisé le fragile vernis de l'harmonie familiale. Les lèvres de ma mère se sont pincées en une fine ligne tandis qu'elle murmurait ces mots qui résonnent encore dans mon esprit. Tu es une honte pour notre lignée, notre nom et ma réputation. Mon père, l'homme qui m'a appris à lasser mes chaussures et à faire du vélo, se tenait près de la porte, les mains enfoncées dans les poches, la mâchoire serrée, mais il ne disait rien. J'ai ressenti ce silence plus profond que n'importe quelle gifle. C'était comme un verdict. J'ai rassemblé mes maigres affaires, un sac à dos surchargé contenant les vêtements que j'avais portés pendant des semaines, et un carnet de rêves en lambeaux que j'avais griffonné pendant des nuits agitées, et je suis sorti dans l'allée au clair de lune. Mon cœur était un vaisseau brisé, laissant échapper à parts égales l'espoir et la peur. Je n'ai pas regardé en arrière vers la maison dont les fenêtres brillaient chaleureusement comme des lanternes m'invitant à rentrer. Au lieu de cela, je me suis répété ma promesse, qu'ils voient qui je suis devenu sans eux. J'ai pris le dernier bus pour quitter la ville à 2 heures du matin. Les sièges étaient déjà raides de poussière et de vieux regrets. J'ai regardé les feux arrière de la maison disparaître dans l'obscurité noire, chaque borne kilométrique s'éloignant comme un rappel que le passé ne pouvait pas me suivre éternellement. Le vent frais à travers la vitre fendue me piquait les joues et me murmurait des possibilités que je n'avais jamais osé envisager. À l'aube, le bus m'a déposé à un terminal délabré à 2 villes de là, où la douleur lancinante de la gare correspondait à l'incertitude qui m'habitait. Mon sac à dos me semblait plus lourd maintenant, ses bretelles me mordaient les épaules comme le poids de ma décision. J'ai dégluti difficilement et forcé mes jambes à me porter jusqu'à la maison de mon meilleur ami Desmond. Même si je n'étais pas sûr d'avoir le droit de me montrer après avoir tout abandonné, la mère de Desmond a ouvert la porte avant que je puisse frapper, plissant les yeux en voyant mes cheveux ébouriffés et mon expression hantée. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a simplement fait entrer, m'a enveloppé dans une couverture en laine d'ours gagnée par ses propres efforts et m'a placé une tasse de thé fumant dans les mains. Sa chaleur a réparé les fragments de mon esprit brisé. Son père est arrivé peu après, les manches retroussées après un travail de réparation tardif, et m'a donné un conseil que mon propre père n'avait jamais entendu. Tu traceras ton propre chemin, mon fils. Ne laisse jamais personne d'autre écrire ton histoire. Ces mots ont pénétré en moi comme des graines dans la terre. Plus tard ce matin-là, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux poussiéreux, je me suis inscrit à l'université. Le bureau d'aide financière a trié mes formulaires sans même un regard sur mon nom de famille. Je passais mes journées à assister à des cours de littérature et mes nuits à passer la serpillière au gymnase du coin. Mon assistant était mon seul compagnon dans les vestiaires vides. Après la fermeture, je faisais la vaisselle dans un restaurant jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Mes bras me faisaient mal à cause du travail, mais mon esprit bourdonnait de chaque leçon que j'avais ignorée. Chaque heure de silence effaçait une part du garçon qui avait osé défier sa mère et la remplacer par quelqu'un de plus robuste, quelqu'un façonné de ses propres mains. Je sombra dans une routine d'épuisement et d'études jusqu'à ce qu'un après-midi, je me réveille en clignant des yeux derrière le comptoir du café où j'avais pris un 3e service. Un homme aux cheveux argentés, vêtu d'un blazer impeccable, était assis à la table du fond, son café refroidissant devant lui. Je lui versai une nouvelle tasse et posai sa serviette sur ses genoux sans réfléchir. Il sourit quand j'oubliai de lui ajouter son sucre. Ce n'est pas grave, dit-il avec un petit rire qui plissa le coin de ses yeux sages. Les erreurs, c'est avancer, pas rester bloqué, sa voix vibrait d'un encouragement que je n'avais jamais entendu chez moi. Une semaine plus tard, il est revenu et a glissé une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait une offre, un stage dans son entreprise de marketing technologique de taille moyenne. Pas de CV, pas d'entretien, juste une invitation à apprendre. J'ai repris mon souffle, demandé si je devais payer quelque chose, et il m'a fait signe de partir. On investit dans les gens, pas dans les pédigrés. Sous son mentorat, j'ai découvert que l'image de marque était plus que des logos et des slogans. C'était du storytelling. Des extraits de code sont devenus des énigmes. J'ai trouvé des solutions pour des clients avides de voix sur des marchés saturés. J'ai négocié des accords qui ont laissé des propriétaires de petites entreprises rayonnant de soulagement. Et j'ai perfectionné mon art oratoire jusqu'à captiver des conseils d'administration sceptiques. Les nuits où je m'effondrais sur le sol de mon appartement, manuels scolaires et tasses à café vides éparpillés autour de moi, l'esprit bouillonnant d'idées que j'avais hâte de concrétiser,
j'ai étalé mes économies sur un bureau de récupération, souscrit à un forfait Wi-Fi low cost qui ne dépassait pas la fenêtre et lancé Queen Digital Solutions depuis ce petit espace. Mon premier contrat provenait d'un agent immobilier qui voulait plus de clics sur nos annonces. Le deuxième d'une ONG locale en quête de visibilité pour un projet sous-financé. Le troisième d'une chaîne d'hôtels-boutiques prête à se refaire une image. La nouvelle s'est répandue grâce à des appels de recommandations tard le soir. Queen Digital savait raconter une histoire qui vendait du rêve. À la 5e année, j'avais 30 employés répartis dans 3 villes, chacun faisant partie de la famille que j'avais choisie plutôt que de celle qui m'avait renié. Et puis est arrivé Léona, ingénieur civil. Du feu dans sa voix, de la paix dans ses yeux. Nous nous sommes rencontrés lors d'une table ronde sur le développement communautaire où j'ai présenté une stratégie de revitalisation des espaces urbains. Elle s'est levée pour poser une question, mais il ne s'agissait pas de données ni d'analyse de coûts. Elle a remis en question les fondements même de ma demande, exigeant l'empathie plutôt que l'efficacité, l'humanité plutôt que le profit. J'ai senti mon cœur bondir dès que nos regards se sont croisés, cette reconnaissance silencieuse que 2 âmes obstinées avaient trouvé l'âme sœur. Elle ne m'a jamais posé de questions sur ma famille. Elle n'a jamais exigé que je prouve ma valeur. Elle respectait le silence autant que le rire. 6 mois plus tard, nous étions inséparables. Et lorsque je me suis demandé en mariage, c'était dans mon salon, près de la fenêtre qui encadrait ce cratère d'espoir que j'avais creusé. Pas de drame, pas de liste d'invités, juste 2 vœux prononcés à voix basse et pour toujours. Ce soir, je tiens la bague que je n'ai jamais voulu offrir. Mon pouce effleure le métal froid, debout devant le portrait abandonné de ma mère. 11 ans ont atténué les contours de la douleur de cette nuit pour en faire la clarté intense du but que je porte maintenant. Je glisse la bague à mon doigt et sens sa promesse s'installer autour de moi. Cette bague n'est ni une prison ni un marché. C'est l'emblème d'une vie que j'ai choisie selon mes propres conditions. Une vie où la réputation se forge par l'intégrité, et non par l'héritage. Demain, je la retrouverai, aux côtés de la femme qui m'a reconstruit. Le fils qui me tire par la manche et m'appelle papa, et la famille que j'ai choisie. Et je me tiendrai à ses droits pour leur montrer qui je suis devenu sans eux. Le canapé de Desmond était plus fin que dans mes souvenirs. Ses ressorts craquaient comme de vieux planchers à chaque fois que je déplaçais mon poids, mais il m'offrait chaleur et abri. J'ai atterri devant sa porte 2 jours après cette première au beau terminal, serrant les bretelles de mon sac à dos comme si elles allaient se déchirer sous le poids de mon incertitude. Sa mère m'a de nouveau ouvert, cette fois avec un sourire compatissant qui trahissait une compassion tacite plutôt qu'un jugement. Desmond lui-même est apparu derrière elle, son sourire familier transformant ma tension en soulagement. Il m'a serré fort dans ses bras, m'ébouriffant les cheveux comme il le faisait quand nous étions enfants, et seuls des genoux écorchés et des défis scolaires nous séparaient du monde. « Bienvenue à la maison », murmura-t-il, même si je ne savais pas exactement de qui il parlait. À l'intérieur, la maison sentait la cannelle et le linge frais. Sa mère me guida discrètement jusqu'au canapé et me tendit un bol fumant de flocons d'avoine saupoudrés de raisins secs et de cassonade. Je mangeais en silence, le goût m'envahissant comme si j'avais oublié que j'en appréciais le goût. Plus tard dans l'après-midi, le père de Desmond me prit à part dans le garage, les outils cliquetant autour de nous tandis qu'il travaillait sur son vieux camion. « L'université communautaire commence la semaine prochaine, dit-il en s'essuyant les mains graisseuses. Il te faudra plus que ces bras pour construire un avenir. Ses conseils furent sans cours magistraux, juste la confiance tranquille d'un homme qui avait reconstruit sa vie plus d'une fois. Le lendemain matin, je m'inscrivis à 2 cours, Introduction à la littérature et fondamentaux de l'informatique. Aucun de ces 2 cours n'offrait le prestige de la voie choisie par ma mère, mais ils offraient la promesse d'un savoir que je pouvais revendiquer comme le mien. J'achetais les manuels un par un, payant par petites mensualités jusqu'à épuisement du solde, et j'apprenais à me frayer un chemin dans le labyrinthe d'étagères de la bibliothèque du campus, où le silence n'était ponctué que par le doux bourdonnement des néons. Assis dans les amphithéâtres, à moitié vides car c'était le trimestre d'été, je m'imprégnais de chaque mot, griffonnant des notes dans mon carnet usé qui ne contenait autrefois que des esquisses de logos d'entreprise que je rêvais de redessiner. Chaque idée me semblait une petite victoire, un fragment de l'identité que je forgeais loin des attentes parentales. Les emplois du jour succédaient au cours du soir. Je passais mes matinées à faire la vaisselle dans un restaurant familial. Le cliquetis des assiettes et le ruissellement de l'eau étaient une méditation arythmique. Mes mains gagnaient en résilience. La douleur dans mes avant-bras me rappelait que j'étais capable de travailler honnêtement. L'après-midi, je passais la serpillière au gymnase municipal de Desmond.
L'odeur de chlore et de sueur aiguisait mes narines tandis que j'effaçais des traces de pas qui semblaient ne jamais disparaître. Chaque coup de balai me donnait l'impression d'effacer un morceau du passé dont je ne voulais plus, laissant place à l'avenir que j'étais déterminé à construire. J'ai appris à sourire aux haltérophiles grognants qui hochaient la tête en signe de reconnaissance pour un sol propre. De petites interactions qui me remontaient le moral pendant des semaines d'épuisement. Les nuits étaient consacrées à l'étude. J'étalais mes manuels sur la table de la cuisine de Desmond, sous la lumière d'une unique suspension, pendant qu'il travaillait tard dans une quincaillerie du coin. Il ne se plaignait jamais que je lui volais sa chaise. Au lieu de cela, il me laissait des notes de motivation sur des post-it, une page à la fois, et votre histoire n'est pas encore écrite. J'ai brûlé des tasses de café noir et surligné des passages jusqu'à ce que les marges soient imprégnées de mes annotations. Mon esprit s'est élargi au-delà des couloirs étroits de mon éducation. Goûtant la poésie des soliloques de Shakespeare et la logique des organigrammes algorithmiques. J'ai découvert les voix que je voulais devenir. Des défenseurs de la vérité, des conteurs d'innovation, des leaders qui inspiraient plutôt que de commander. Les semaines se sont transformées en mois et je me suis installé dans un rythme qui semblait durable malgré son intensité. J'ai gardé ma fierté pour moi, me laissant aller à la gratitude pour chaque couverture empruntée et chaque manuel scolaire d'occasion. Je refusais de laisser le souvenir des derniers mots de ma mère anéantir mon ambition. Au contraire, je les ai utilisés comme un carburant, un rappel que je ne ferai jamais honte à mes valeurs ni n'abandonnerai mes rêves. Au salon d'orientation du collège communautaire, je me tenais au stand du club d'affaires, serrant la main de mes pairs qui pourraient un jour devenir des partenaires et des entreprises que je n'avais pas encore imaginées. Mon cœur s'est emballé lorsque je me suis inscrit à l'atelier d'entrepreneuriat. Ici, je pouvais allier ce que j'apprenais en amphithéâtre à ce que je vis au quotidien. Un soir froid, alors que je rentrais péniblement chez moi après une garde tardive, mon téléphone a vibré avec un SMS de Monsieur Aldenry, toujours intéressé par autre chose que des recharges de café. Ma poitrine s'est serrée. Le stage en café qu'il proposait compléterait ma formation par une expérience pratique, comblant le fossé entre la théorie et la réalité. J'ai répondu, oui, je suis prêt, et appuyé sur le péché avant que le doute ne s'installe. La semaine suivante, j'ai commencé à travailler 3 jours par semaine à son bureau, troquant mon manche à balai contre une chaise de bureau et un ordinateur portable. J'arrivais tôt, impatient d'assimiler les leçons qu'il allait m'inculquer, et je partais tard, griffonnant des notes sur les stratégies de marque et la communication client au dos des notes de mes services au restaurant. Entre les services, mes notes grimpaient régulièrement. Un A en littérature, un AB+ en informatique. Je sentais ma confiance en moi se consolider, mais je ressentais aussi la douleur de vivre dans des espaces empruntés. Un jour, la mère de Desmond m'a apporté des restes de lasagne et m'a dit d'un ton mêlant fierté et inquiétude, « Tu n'es pas obligé de rester ici pour toujours. » J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Je savais qu'elle avait raison. Je voulais un endroit à moi, un petit appartement où chaque éraflure au sol et chaque marque sur le mur témoignerait de ma persévérance plutôt que de ma dépendance. À la fin du semestre, j'avais économisé suffisamment pour verser une caution pour un studio au-dessus d'une laverie. J'ai emballé mes affaires dans des cartons, des vêtements, des manuels scolaires avec un carnet. Chaque objet témoignait du chemin parcouru depuis le garçon qui descendait du bus sans plan. Lors de ma dernière nuit chez Desmond, il m'a de nouveau assis à la table de la cuisine et a glissé une petite enveloppe sur la surface. À l'intérieur se trouvait un cadeau, une carte cadeau pour lui et sa mère pour un dîner, avec un mot pour le foyer qu'il m'avait offert quand j'en avais le plus besoin. J'ai senti une boule dans la gorge. J'ai réalisé que ce foyer n'était pas un lieu. Il y avait des gens qui croyaient que je pouvais surmonter le passé. Le lendemain matin, j'ai emménagé dans mon nouveau studio. Il était exigu et sentait légèrement l'eau de Javel, mais les fenêtres donnaient sur une rangée de chênes qui verdissaient davantage chaque printemps. J'ai posé mon sac à dos près du coin du bureau et j'ai rangé mes manuels sur une étagère improvisée. Le silence était désormais le mien. Plus de ressorts qui grinçaient, plus de portraits de famille qui me jugeaient sur les murs. Dans ce silence, j'entendais l'écho de mon propre battement de cœur, régulier et résolu. Je m'assis à mon bureau et ouvris mon carnet. Sous l'encre fanée de vieux rêves, j'écrivis, chapitre 2, du canapé au sol froid. Je souris, songeant qu'il était tout à fait approprié que ce chapitre commence par le canapé d'un ami et mène au sol froid de ma propre ambition. Je n'attendais plus la permission ni ne craignais le rejet. Je construisais mon récit mot par mot, étape par étape, guidé par les leçons apprises dans la sueur, le café et les mots d'encouragement manuscrits. Et tandis que le soleil montait plus haut à travers les branches du chêne, je me penchais en avant,
prête à écrire la page suivante de l'histoire que j'avais choisi de vivre. J'essuyais le comptoir pour la 3e fois ce matin-là, passant le chiffon en un mouvement précis et expérimenté. Lorsqu'il entra, Monsieur Aldenry, grand et aux cheveux argentés, portait une tasse de café vide comme si elle pesait le poids de 1000 échéances. Sa présence était différente de celle des habitués nerveux qui se promenaient sur la pointe des pieds dans notre petit café du hall du centre communautaire. Il dégageait une autorité tranquille, tempérée par une chaleur sincère. Je m'approchai, un chiffon à la main, et il leva son regard perçant qui semblait toujours voir plus loin que ce que je présentais. Il posa la tasse et hocha la tête. « Encore du café, Jasper ?» demanda-t-il, utilisant mon nom comme s'il s'agissait d'un terrain familier plutôt que celui, incertain, que j'occupais. J'affichai un demi-sourire. « J'arrive tout de suite. » Je remplis la cafetière, mesurai le marc et versai le café noir, ne m'arrêtant que le temps d'ajouter 2 sucres, comme il le souhaitait. Il prit la tasse avec un doux « merci ». Je me préparai à son habituel regard vide sur mon badge ou à un hochement de tête poli avant qu'il ne se retire à la table du coin, un journal étalé comme une forteresse. Mais aujourd'hui, il s'attarda au comptoir. Il tourna une page puis leva les yeux vers moi. « Tu as déjà pensé postuler à un emploi qui ne nécessite ni serpillière ni torchon ?» Je me figeai en plein mouvement, la main posée sur le torchon. « Monsieur », je m'interrompis, ne sachant comment traduire en mots des semaines d'ambition secrète. Il fit un geste de la main. « Appelez-moi Alden, et oui, vous le ferez. » Il retourna à son journal, mais ces mots restèrent gravés en moi, résonnant comme une invitation à une vie meilleure. Cet après-midi-là, après la fermeture, je me retrouvai à sa table, le cœur battant la chamade. « Alden, à propos de ce que vous avez dit plus tôt, je commençais à me préparer à un congédiement. » Il plia le journal et m'observa. « Je dirige une entreprise de marketing technologique de taille moyenne, dit-il d'une voix calme comme un lac à l'aube. Nous recherchons quelqu'un qui comprend le travail acharné, qui sait ce que signifie gagner chaque dollar et chaque opportunité. » Cette possibilité me traversa l'esprit. « Je n'ai pas de CV, avouai-je, les joues brûlantes de gêne. » Il sourit. « C'est pour ça que je vous propose un stage. » Pas besoin de CV. J'en eus le souffle coupé. « Mais pourquoi moi ?» Son sourire s'accentua. « Les erreurs sont synonymes de mouvement, Jasper. Vous avez montré que vous n'avez pas peur de transpirer, et j'aime ça. » La semaine suivante, je suis entré chez Alden Remarketing, sentant le poids de mon sac à dos soudain absurde. Derrière moi, le comptoir du café et le cliquetis de la vaisselle appartenaient à une autre vie. Il m'accueillit à la porte, me tendant une main plus chaude que n'importe quelle manche de serpillière que j'avais tenue. « Bienvenue à bord », dit-il. J'acquiesçai, la voix nouée. « Merci de votre confiance. » Il me tapota l'épaule. « La confiance se mérite, elle ne se donne pas. Voyons voir ce que vous valez. » Ma première tâche fut simple, classer les dossiers. Les bureaux du cabinet sentaient le tonneur et l'ambition. Des rangées de bureaux abritaient des écrans clignotants, affichant des tableaux de bord analytiques et des calendriers de réseaux sociaux. J'ai passé la matinée à classer des dossiers, numériques et physiques, à apprendre les noms de clients dont je n'avais entendu parler que dans des articles de presse. À l'heure du déjeuner, mes doigts me faisaient mal à cause de la vitesse du clavier. Mais je me sentais vivante comme le fait de faire la vaisselle ne l'avait jamais permis. Alden s'arrêta à mon bureau et glissa une carte de visite sur la surface. « Apprends ce nom, dit-il. Magnolia Holmes. Leur campagne est lancée la semaine prochaine. » J'ai glissé la carte dans mon carnet comme un talisman. Les jours suivants, j'ai suivi les chargés de clientèle présenter leur stratégie aux clients. J'ai écouté des conférences téléphoniques où des voix internationales parlaient de parts de marché et de positionnement de marque. J'ai absorbé chaque phrase, griffonnant des notes sténographiques. Le soir, je m'effondrais sur le sol de mon appartement, les manuels de théorie publicitaire et de codage étalés autour de moi, croisant chaque terme rencontré pendant la journée avec sa théorie imprimée. Le rythme du travail et des études se fondait en une seule impulsion qui me guidait vers l'avant. Un soir, Alden m'a appelé dans son bureau. Son bureau était situé près d'une fenêtre donnant sur les lumières de la ville, et les gratte-ciel semblaient scintiller comme des étoiles en verre. Il m'a remis un projet de pitch deck pour un torréfacteur de café local souhaitant se développer dans la restauration d'entreprise. « Prends ça et améliore-le », a-t-il dit. « Utilise les indicateurs du dernier trimestre. Mets en avant le potentiel de croissance et la synergie des marques.
Mon cœur battait la chamade en me glissant dans le fauteuil en face de lui. Tu veux que je dirige? J'ai demandé, la voix à peine assurée. Il s'est penché en arrière, le regard pensif. Je veux que tu essaies. Ce soir-là, j'ai étudié attentivement les rapports financiers, les données démographiques du public et les diagrammes de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à ce que les premiers rayons du soleil apparaissent. J'ai structuré des diapositives racontant comment une petite entreprise pouvait devenir une puissance régionale en s'appuyant sur des emballages écologiques et un service personnalisé. J'ai répété ma présentation devant le miroir, marchant lentement, répétant le rythme de ma voix jusqu'à ce qu'il me semble naturel. Lorsque j'ai finalement envoyé le dossier à Alden, mon doigt a survolé le bouton d'envoi et j'ai pris une grande inspiration. Le lendemain matin, je me tenais dans la salle de conférence, non plus visiteur, mais participant actif, parcourant les diapositives sous le regard silencieux des cadres supérieurs du torréfacteur. J'ai parlé clairement, mêlant données et récits. Au premier trimestre, votre volume de vente en gros a augmenté de 20%. Si nous mettons l'accent sur votre stratégie de la ferme à l'amont, nous pouvons cibler les entreprises clientes en quête d'authenticité. Nos prévisions indiquent une augmentation de 35% du chiffre d'affaires d'ici à la fin du 4e trimestre. J'ai levé les yeux et vu des hochements de tête autour de la table. J'avais le cœur battant. Après avoir terminé, Alden a souri et a dit « C'était excellent ». L'équipe Roer a échangé des regards impressionnés et le directeur général a tapoté son épingle. Quand pouvons-nous commencer? J'ai expiré, ressentant une fierté que je n'avais jamais ressentie derrière un lave-vaisselle. À partir de ce moment, mes responsabilités ont augmenté. J'ai assisté à des réunions stratégiques, rédigé des propositions et encadré des stagiaires qui ont suivi mon parcours. Je suis resté tard, travaillant parfois jusqu'à ce que le brouhaha du bureau cède la place au silence des rues nocturnes. J'ai appris que les erreurs étaient inévitables, mais chacune était un sujet de perfectionnement plutôt qu'un verdict sur ma valeur. J'ai découvert que le leadership était synonyme de confiance et d'humilité. La confiance pour partager des idées, l'humilité pour écouter les corrections des autres. Au fil des mois, je me suis souvenu de mes journées à récurer des tâches de café et à faire la vaisselle avec gratitude plutôt que honte. Ces tâches avaient renforcé ma résilience, m'avaient appris la valeur du service et nourri ma soif de changement. J'ai réalisé qu'Alden croyait en moi. J'avais libéré des potentiels que je ne soupçonnais pas. J'étais devenu quelqu'un qui pouvait faire bouger les marchés plutôt que de passer la serpillière, qui pouvait créer des récits inspirants plutôt que de simplement survivre. Le jour de mon premier anniversaire dans l'entreprise, Alden m'a de nouveau convoqué dans son bureau. Il m'a tendu une enveloppe élégante avec mon nom gravé en or. À l'intérieur se trouvait une offre pour rejoindre l'entreprise à temps plein en tant que stratège junior avec un salaire qui semblait un rêve comparé à mon ancien salaire horaire. Il m'a saisi l'épaule. Tu l'as bien mérité. Ne regarde pas en arrière. Ce soir-là, j'ai traversé les bureaux en sachant que je ne pourrais jamais redevenir la personne que j'étais avant. L'enfant incertain sur le canapé de Desmond ou le plongeur au restaurant. Je me forgeais une nouvelle identité chaque jour. Chasseur de trésors, stratège, leader. J'ai jeté un coup d'œil à la nouvelle carte traiteur de notre torréfacteur de café sur le bureau d'un collègue et j'ai souri, reconnaissant que chaque tasse servie et chaque dossier classé m'avait amené ici. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, j'ai réalisé l'erreur la plus simple. Du sucre oublié dans une tasse de café avait été le pivot de ma vie. Les erreurs étaient synonymes de mouvement, et j'avançais enfin avec détermination. Lorsque j'ai signé le bail de ce studio exigu au-dessus de la laverie, j'avais du mal à imaginer la vie que j'allais construire. Les murs étaient fins et le radiateur claquait la nuit comme un fantôme annonçant sa présence. Mais c'était mon espace, mon premier point d'ancrage vers l'indépendance. J'ai déplié mon bureau récupéré dans le coin, près de l'unique fenêtre donnant sur un mur de briques couvert de lierre, et j'y ai posé mon ordinateur portable. Le Wi-Fi était instable, mais j'ai appris à me positionner sous le rebord de la fenêtre, là où le signal parvenait. J'ai rangé mes manuels sur une étagère branlante, laissant de la place pour une photo encadrée de Léona et Avery, prise à leur mariage. Son sourire éclatant côtoyait mon propre sourire plus discret et les joues potelées de notre fils se tordaient de rire. Cette photo me rappelait pour qui je vivais. J'ai recruté 2 camarades de classe du club d'affaires, Esha, graphiste chez Une Obsession pour les polices, et Marco, un codeur dont les doigts volaient sur le clavier comme s'il composait des symphonies. Nous nous sommes rencontrés un samedi matin dans mon studio, où l'air était chargé de vapeur provenant du radiateur et du pêcher de café fort. J'ai étalé ma vision sur le bureau. Queen Digital Solutions.
J'ai dessiné le logo à la main sur un bout de papier. Des lignes épurées, des initiales en gras, un motif de pixels numériques symbolisant la transformation. Esha s'est penchée en avant et s'est tapoté le menton. On peut peaufiner ça, a-t-elle dit en traçant le dessin du bout des doigts. Mais le concept est fort. Marco a hoché la tête, esquissant déjà des extraits de code pour un prototype de site web. J'ai senti une décharge électrique me traverser. Ce n'était plus un rêve. Griffonné dans les marges. C'était un projet vivant. Au cours des semaines suivantes, notre équipe improvisée a travaillé selon nos emplois du temps individuels. J'arrivais à mon bureau avant le lever du soleil pour rédiger des propositions. Léona déposait Avri à la garderie en route pour le chantier municipal, et je venais le chercher à la tombée de la nuit, le serrant contre moi. J'expliquais simplement le fonctionnement des sites web. Voyez, Avri, disais-je en désignant l'écran où le code de Marco chargeait la page d'accueil. C'est là que les gens découvrent l'histoire de l'entreprise. Il appuyait un doigt potelé contre la vitre, et son rire ravi me rappelait que la croissance se mesurait autant en amour qu'en chiffre d'affaires. Notre première piste est venue d'une rencontre fortuite lors de la réunion publique de Desmond. Une agente immobilière nommée Sharon avait besoin d'aide pour rebaptiser ses propriétés en difficulté. Elle m'a interrompu après le forum et m'a demandé « Vous êtes le gars de Queen Digital, n'est-ce pas ?» Ma poignée de main a sauté. « Oui, madame. » Elle a souri et m'a tendu la main. « On se parle la semaine prochaine. » Cette poignée de main a allumé en moi une étincelle qui a persisté pendant des jours. J'ai passé une nuit blanche à élaborer une proposition qui intégrait le storytelling aux annonces immobilières, suscitant des émotions plutôt que des listes de points. Je lui ai présenté ces visites virtuelles narratives, des descriptions émotionnelles accompagnées de photos haute résolution pour transporter les acheteurs dans les maisons. Lorsque j'ai envoyé la présentation par email, mes doigts ont tremblé. 2 jours plus tard, elle m'a appelé. Je suis partante. Montre-moi ce que tu vas faire. Le chèque d'acompte a été encaissé et j'ai analysé les chiffres sur un vieux tableur jusqu'à ce que ma vue se brouille. J'ai engagé Esha pour concevoir un nouveau logo et une palette de couleurs exprimant chaleur et confiance, et Marco pour coder un site web avec des cartes interactives et des curseurs de témoignages. J'ai géré les appels des clients, négocié les délais d'une voix qui avait autrefois tremblé lorsque je demandais plus de sucre dans une tasse de café. Chaque email que j'envoyais était porteur du poids de la responsabilité et de l'exaltation de la propriété. Lorsque le site web a été lancé, le téléphone de Sharon n'a pas arrêté de sonner, raccrochant sous les questions. Elle m'a envoyé un email à minuit. Vous avez sauvé mon entreprise. Merci. Je l'ai lu sous la faible lumière de la lampe de bureau, le cœur serré et les larmes aux yeux. Je l'ai imprimé et scotché au mur au-dessus de mon bureau, me rappelant que j'avais gagné ma place. En 3 mois, la nouvelle s'est répandue grâce aux recommandations. Une ONG locale luttant contre la pénurie d'eau m'a contacté. Séduite par le succès de Sharon, j'ai négocié un contrat incluant une campagne multimédia mettant en avant l'impact de l'ONG dans les villages, des photos, des vidéos, des témoignages personnels. Nous avons créé un microsite proposant des cartes interactives permettant aux donateurs de suivre les progrès en temps réel. Je me suis rendu au bureau rural de l'ONG avec un caméraman pour filmer le forage des puits. Un micro d'une main, l'autre guidant la caméra, je me suis enfoncé jusqu'aux genoux dans la terre rouge et j'ai écouté les villageois parler d'eau potable pour la première fois. Leur gratitude résonnait dans ma poitrine comme un battement de tambour. C'était un impact qui dépassait le simple profit. À mesure que le portefeuille de Queen Digital s'élargit, notre équipe s'est développée. J'ai transformé mon studio en un modeste bureau en construisant une cloison avec des panneaux de contreplaqué. Et nous nous sommes serrés dans l'espace comme des sardines, mais avec une fierté rayonnante. Nous étions maintenant 7, chacun embauché non pas pour son pédigré, mais parce qu'il croyait en notre mission. Nous avons fêté notre première paix en commandant des plats à emporter et en trinquant avec des canettes de soda dans le couloir. J'ai regardé autour de moi les visages qui avaient autrefois été des noms sur un écran, et j'ai ressenti cette étincelle familière de la famille choisie, non héritée. Par vos 3, le chiffre d'affaires avait doublé et nous avons décroché des contrats dans 2 villes voisines. Nous avons ouvert un petit bureau satellite au-dessus d'une librairie, ses fenêtres donnant sur des rues animées. J'ai négocié le bail avec une confiance que je réservais autrefois aux commandes de café. La croissance de l'entreprise s'est faite naturellement. J'ai refusé le capital risque qui exigeait un sacrifice en termes de contrôle créatif. Je voulais que Queen Digital reste fidèle à sa philosophie fondatrice, serve ses clients avec intégrité,
racontent des histoires marquantes et fassent entendre des voix souvent négligées. Vos 5 collaborateurs sont arrivés avec un succès fulgurant. Nous comptions désormais 30 employés, marketeurs, développeurs, photographes, rédacteurs, tous unis par le sentiment que leur travail avait du sens. Je me suis retrouvé devant une salle de conférence bondée de recrues enthousiastes, partageant l'histoire de la fondation, la voix assurée mais vibrante d'émotion. J'ai parlé d'un garçon qui portait un sac à dos et une promesse dans l'obscurité, d'un mentor qui a vu le potentiel et a renversé du café, et de l'équipe qui croyait que les solutions numériques pouvaient changer des vies. J'ai conclu par une simple affirmation, ici, nous construisons plus que des marques. Nous construisons l'espoir. Les applaudissements qui ont suivi ont résonné à travers moi comme le son d'une cloche. Chaque coup de glas marquait le chemin parcouru depuis cette nuit d'il y a 11 ans. Derrière chaque contrat, chaque campagne se cachaient les innombrables heures d'études acharnées et de travail manuel qui avaient gravé la résilience dans mes os. Je n'ai jamais oublié les leçons apprises en passant la serpillière ou en faisant la vaisselle. Ces expériences m'ont appris l'humilité, le dévouement et la force du travail. Je n'ai jamais perdu de vue les couvertures de la mère de Desmond ni la boîte à outils de son père. Leur générosité et leur sagesse ont façonné mes premiers pas. J'ai transmis mes sentiments à chaque appel client et réunion d'équipe, rappelant à chacun que la réussite était collective et non solitaire. Un après-midi, alors que j'examinais une maquette de marque pour une association à but non lucratif œuvrant pour l'équité en matière d'éducation, mon téléphone a vibré, une conversation vidéo s'est déclenchée. C'était Léona, le visage encadré par les poutres de son site actuel. Elle tenait Avery dans ses bras, les yeux écarquillés de curiosité. Je leur ai parlé de notre expansion dans une 3e ville et leur ai annoncé une célébration surprise le soir même. Léona a souri et Avery a fait un signe de la main à l'écran, sa voix de bébé résonnant, « Papa ». À cet instant, j'ai réalisé que Queen Digital était plus qu'une entreprise. C'était le pont entre mon passé et mon avenir, entre l'enfant que j'étais et le père que j'étais devenu. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, dorant les fenêtres du bureau, j'ai fermé mon ordinateur portable et traversé l'espace ouvert. J'ai salué chaque membre de l'équipe par son nom, le remerciant pour sa contribution. Leur sourire était la véritable clé du succès. Puis je me suis arrêté à la fenêtre donnant sur les lumières de la ville, un paysage numérique vibrant de possibilités. J'ai repensé aux derniers mots de ma mère et à la façon dont ils avaient éveillé en moi la détermination de me définir. Ce soir, je rentrerai chez moi, retrouver Léona et Avery, la bague au doigt, et un héritage que je continuais à construire. Mais demain, je retournerai à ce bureau, non plus empilé de manuels et de tasses à café, mais de contrats et de briefs créatifs. Prêt à écrire le prochain chapitre de Queen Digital Solutions, l'entreprise que j'ai fondée depuis mon appartement, motivée par mon courage, guidée par un objectif et portée par la conviction inébranlable qu'une seule promesse peut transformer une vie. Léona's le rire a été le premier son que j'ai entendu chaque matin, brillant et authentique, comme la lumière du soleil dansant à travers les feuilles. J'ai remué sur le matelas usé dans notre modeste appartement de 2 chambres, celui que j'ai loué au-dessus de la laverie avant que Queen Digital ait même un nom. Au fil des ans, nous avions échangé des quartiers exigus contre un espace légèrement plus grand dans l'immeuble de bureaux par satellite. Mais ici dans notre coin du bureau à domicile, j'ai toujours ressenti cette même étincelle de possibilité à chaque fois que j'ouvrais les yeux. Aujourd'hui était différent, cependant. Aujourd'hui, j'épouserais la fille que ma mère aurait détestée. J'ai trouvé Léona dans la cuisine à mesurer le marc de café avec sa précision habituelle. Ses cheveux noirs ont été tirés en arrière dans une tresse lâche, et elle portait une chemise de travail vert olive mouchetée de poussière de ciment. Preuve du site du pont qu'elle gérait. Elle leva les yeux, attrapant mon regard à travers la porte ouverte et ses yeux se ramollit. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle, versant de l'eau chaude dans 2 simulations. J'ai hoché la tête, goûtant le rôti audacieux qu'elle a favorisé. L'arôme riche m'a rempli de chaleur, et j'ai ressenti une coupe d'excitation dans ma poitrine. Nous sommes sortis dans l'air du matin croustillant. Avery se déplaçant entre nous, serrant son ours en peluche préféré. Il nous leva les yeux avec des yeux brillants et curieux alors que je glissais ma main autour de la taille de Léona. Nous avons marché dans le couloir jusqu'à la salle de conférence du bâtiment, notre petit sanctuaire, où nous avions répété d'innombrables emplacements et cartographié des plans pour des campagnes numériques. Aujourd'hui, cette pièce organiserait notre mariage. Esha est arrivée en premier, sa caméra se balançant de son épaule. Elle portait une robe sombre et des appartements pratiques, son esprit créatif évident dans les boucles d'oreilles dépareillées qu'elle portait toujours.
Elle jaillit la main de Léona dans la sienne et serra. Tu as l'air incroyable, murmura-t-elle comme si elle craignait que des éloges plus forts briseraient le moment. Marco est apparu ensuite, portant une petite boîte. Il me le tendit avec un sourire. À l'intérieur se trouvait une boîte à anneaux en bois sculpté à la main, l'acajou foncé avec une file d'attente pixelisée gravée sur le couvercle. J'ai tracé les bords lisses, rappelant combien de nuits j'avais passé à concevoir la bague de fiançailles parfaite pour s'asseoir à l'intérieur. Par le matin du milieu, nos amis et une poignée de collègues des 2 bureaux numériques de Queen ont rempli la pièce. Les chaises ont formé un demi-cercle autour d'une petite table drapée dans un chiffon blanc, un haut, qui était assis un seul bouquet de fleurs sauvages que Léona s'était cueilli. Il n'y avait pas d'installations florales extravagantes ni de tissus en cascade, juste une simplicité qui parlait d'authenticité. J'ai senti mes paumes transpirer alors que je vérifiais mon reflet dans le verre des fenêtres. Chemise croustillante, costume sur mesure, la boîte de bague très nichée dans ma poche intérieure. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai marché vers l'avant. La petite main d'Aver enveloppée par la mienne. Sa présence constante m'a ancré comme si rien d'autre ne pouvait. Léona est entrée dans un doux applaudissement, c'est pas calme et certain. Le pont entre nous était littéral et figuratif. Elle, l'ingénieur civil qui a construit des structures destinées à durer, et moi, le stratège numérique qui a construit des récits qui ont résonné. Nous nous sommes affrontés et j'ai avalé l'émotion qui menaçait de déborder. J'ai commencé, Léona Queen, quand je t'ai rencontré, je pensais avoir compris la force. J'avais tort. Toi je l'ai redéfini pour moi. Vous m'avez montré que l'amour est construit sur l'honnêteté, le respect et les rêves partagés. J'ai tendu dans ma poche et ouvert la boîte en bois, révélant la bague, une simple bande d'or blanc intégrée avec une brise mince d'onyx symbolisant l'équilibre de la lumière et de l'obscurité qui avait marqué mon voyage. J'ai glissé l'anneau sur son doigt, sentant la coupe parfaite se déposer autour de nous. Elle sourit, les larmes scintillant les coins de ses yeux et prenait ma main. Jasper, répondit-elle, voix stable, vous m'avez donné un partenariat plus profond que n'importe quel contrat, une maison plus riche que n'importe quel bâtiment et un amour plus fort que n'importe quelle structure. Je promets de rester à côté de vous dans tous les plans de la vie que nous rédigeons ensemble. Derrière nous. Nos invités ont hoché la tête et reniflé des larmes de dos, et Avery a applaudi de joie, de ses minuscules mains écho à notre joie. Après avoir glissé les anneaux sur les doigts de l'autre, j'ai conduit Léona et signé nos voons sur le dos de l'ancien projet Blueprint, la première. Les deux chérissent ensuite nos invités, alors qu'ils nous ont fait des prises avec des félicitations. En bas. 2 heures est le moment où Sharon, notre premier client, a appelé à dire Queen Digital, avait sauvé son entreprise. Le rire a rempli la pièce, se mêlant à l'arôme des épices et du sucre. Alors que le soleil de l'après-midi s'adoucit, je me suis glissé avec Léona et Avery sur la terrasse sur le toit, l'espace où j'avais présenté l'idée de notre bureau satellite. L'horizon de la ville s'est étendu devant nous, le verre et l'acier se sont baignés d'une lumière dorée. Avery se déplaçait sur le bord et pointait, sa petite voix s'émerveilla. Grand bâtiment. J'ai enroulé un bras autour de la taille de Léona et j'ai posé ma tête sur son épaule, laissant le triomphe silencieux de la journée sur moi. Ensemble, nous avions défié les attentes et forgé notre propre chemin. Plus tard, de retour à l'intérieur, j'ai levé un toast. La pièce se tut alors que je levais mon verre de cidre étincelant. À Léona, j'ai commencé, à voix basse. À Avery, j'ai jeté un coup d'œil à notre fils, dont le sourire était aussi radieux que le soleil de l'après-midi. Et à chaque personne ici qui croyait en nous. Vous avez construit plus qu'un compagnie. Vous avez construit une communauté. Voici le choix de notre propre histoire, pour honorer nos passés, mais ne jamais les laisser nous définir. Dans un avenir, nous continuerons à créer ensemble. Des lunettes ont sonné et j'ai senti le poids du rejet de ma mère se dissoudre dans la joie qui m'a rempli maintenant. Ce soir-là, alors que nous nous entrions dans la petite berline qui servait autrefois de véhicule de l'entreprise et portait maintenant une poignée de nœuds de ruban, j'ai regardé Léona se boucler dans son siège d'auto. Elle me regarda, son sourire doux et sachant. Ça va, elle a demandé. J'ai hoché la tête et elle tendit la main pour me serrer la main. J'ai réalisé que j'étais plus que bien. J'étais à la maison. En conduisant, j'ai repensé à la bague que je n'ai jamais voulu donner et la bague que j'étais fier de porter. Aujourd'hui, j'avais épousé une femme que ma mère aurait détestée. Pourtant, je ne m'étais jamais senti plus accepté. Aux yeux de Léona, j'étais assez. Dans le rire d'Avery, j'étais digne. Et dans la vie que nous construisions,
j'ai vu la promesse de générations non liées par les anciens préjugés. Le Rode Raid était inexploré. Mais avec eux à mes côtés, je savais que nous naviguerions à chaque tour avec courage et conviction. L'anneau sur mon doigt n'était plus un symbole de regret. C'était le sceau d'un amour que j'ai choisi tous les jours de tout mon cœur. Avery Quinn est arrivé jeudi matin pluvieux, son premier souffle aussi déterminé et têtu que tout ce qui viendrait après. Je me souviens des couloirs de l'hôpital qui se brillent avec de l'eau, mes mains tremblantes alors que je pressais encore et encore le bouton de l'ascenseur, voulant qu'il se déplace plus vite. Léona se tenait à l'intérieur de la salle d'accouchement, ses jointures blanches sur le rail. Et quand il s'est finalement glissé dans le monde, il laissa échapper un cri si féroce qu'il résonna à travers mes os. Je l'ai enveloppé dans mes bras et j'ai senti le tremblement de la vie lui-même pulsant sous ses minuscules côtes. Ils m'ont remis, et à ce moment-là, j'ai juré que je construirais une vie si sûre qu'il ne pourrait jamais sentir les fissures que je connaissais autrefois. Dès la première semaine, Avery nous a surpris. Il leva la tête lorsque la plupart des nouveau-nés ont toujours vacillé, suivant chaque mouvement avec les yeux larges et curieux. À 3 mois, il roucoula au ventilateur de plafond avec une fascination qui a fait rire Léona et moi jusqu'à ce que les larmes brouillaient notre vision. Elle taquinerait, il étudie l'aérodynamique. J'ai en train de ramper qu'il devait avoir le cerveau de l'ingénieur de Léona, alerte et précis. Mais même dans notre humour, j'ai senti quelque chose d'extraordinaire prendre forme. Un enfant qui a absorbé le monde comme une éponge, qui a posé des questions silencieuses avant qu'il n'ait appris à parler. À 9 mois, quand il s'est tenu instable pendant un moment, puis a fait un seul pas triomphal vers moi, tout le café où je faisais un terrain d'après-midi a éclaté. J'avais présenté une stratégie de médias sociaux lorsque mon téléphone s'est allumé avec une vidéo de Léona. Avery, les armes tendues, vacillant, puis, comme pour ponctuer sa réussite, il a fait un deuxième pas et a gloussé. Je me suis excusé de la réunion, je suis sorti et j'ai regardé les images sur le trottoir. Il s'est tiré debout encore et encore, chaque tentative de témoignage de sa détermination. Pas disposé à rester confiné pour ramper, je pouvais à peine retenir mes propres rires et mes larmes alors que la voix de Léona le encourageait derrière la caméra. Cette nuit-là, j'ai collé une petite note à son berceau. Je n'ai jamais cessé de s'avancer. À 14 mois, il parlait des mots entiers. Mama, dada, toutes livrées avec clarté, la plupart des tout-petits ont pris des semaines à réaliser. Mais c'est quand il a commencé à lui demander pourquoi, que j'ai réalisé que son esprit avait des décennies plus âgées que son corps. Pourquoi le ciel est-il bleu? Il exigerait, pointant vers le haut comme si je m'attendais à ce que je récite des manuels de physique entières à la demande. Parce que la lumière du soleil se disperse dans l'atmosphère, je répondais, et il hochait la tête comme satisfait, puis pivotait le mystère suivant. Pourquoi travaillez-vous autant? Cette question m'a traversé. J'ai fait une pause au milieu d'une conférence téléphonique client et j'ai chuchoté, je travaille pour construire un monde meilleur pour vous. Il a penché la tête, l'a considéré, puis a demandé à un autre, pourquoi grand-père ne peut-il pas me voir? J'ai avalé le poids de cette question plus lourde que n'importe quelle présentation j'avais jamais livrée. Le jour où il m'a appelé pour la première fois papa à haute voix, c'était dans l'endroit le plus improbable, le salon de la faculté de l'université où j'avais déjà été conférencier invité pour un séminaire d'innovation numérique. Mon ancien professeur, le Dr Harris, m'avait invité à revenir à partager l'histoire de la croissance de Quinn Digital. Je me suis assis devant un groupe d'étudiants, mon cœur battant en cours de course alors que je me souvenais des nuits dormant sur des canapés et des jours à nettoyer les planchers. Après le discours, le Dr Harris m'a présenté un collègue comme Jasper Quinn, le visionnaire qui a transformé l'adversité en empire. Ma poitrine a gonflé par les éloges, mais j'ai ressenti un randonnée à la famille qui m'avait renié. Léona et Avery étaient venus me surprendre. Je les ai vus glisser dans la rangée arrière silencieusement. La présence stable de Léona et Avery serrant son ours en peluche, les yeux écarquillés d'excitation. Lorsque le docteur Harris a demandé s'il y avait des questions. Avery jaillit des genoux de sa mère et passa jusqu'au podium avec des marches instables. La pièce a éclaté de rires et d'applaudissements. Même les professeurs les écouteurs remis aux étudiants afin qu'ils puissent entendre ce qu'ils diraient. Il m'a regardé, rayonnant et avec toute l'autorité d'un homme d'état de 40 ans, il a déclaré, « Papa, tu es le meilleur orateur de tous les temps. » Le silence qui a suivi était sanctifié. Ma gorge s'est limitée en regardant mon fils, son petit visage de la fierté. J'ai réalisé à ce moment-là que j'étais tout le monde qu'il croyait que je croyais, peu importe ce que les liens de sang pourraient dire. Des larmes brouillaient ma vision alors que je m'accroupis pour le serrer dans ses bras,
lissait ses cheveux et chuchotait « Merci, Avery. Tu m'as rendu fier aujourd'hui. » Le docteur Harris m'a applaudi sur l'épaule, ses propres yeux brillants. Il sait bien comment donner un moment de fier Windows, épuisé de sa grande sortie. Pourrait changer si je le souhaite. J'ai repêché un email à mes parents, une invitation à voir leur petit-fils, à l'entendre m'appeler papa, à assister à l'homme que je suis devenu. J'ai agonisé sur chaque mot, supprimant et réécrivant les paragraphes jusqu'à ce que je sente que la missive ne plaide ni ne condamne, mais il tenait simplement une main. J'ai imaginé leur réaction, le silence de mon père, le tremblement de ma mère. Accepterait-il? Choisirait-il la fierté de la retrouvaille une fois de plus? Enfin, j'ai pressé de pêcher et j'ai senti un soulèvement de poids de ma poitrine. J'ai réalisé qu'en les invitant dans nos vies, je ne pardonnais ni n'oublie. Je choisissais l'espoir plutôt que le ressentiment, choisissant la possibilité de connexion pour le bien d'Avery. À ce moment-là, j'ai compris que la vraie force n'était pas dans les portes de clôture, mais en les ouvrant, accueillant le passé dans le giron selon mes propres termes. 2 jours plus tard, un email a cinglé dans ma boîte de réception de mon père. Pas d'épanouissement, seulement 4 mots. Nous viendrons. Mon cœur a tonné en lisant et en relire la ligne. La promesse de réconciliation se mêlant au nerf et je ne l'avais pas ressentie depuis mon premier pas vers l'indépendance. J'ai embrassé Léona en lisant mon épaule. Elle pressa son front vers le mien et chuchota, « Quoi qu'il arrive, nous y faisons face. » J'ai hoché la tête, pensant à l'avenir d'Avery, d'un garçon qui grandirait en connaissant ses racines, à la fois brisées et réparées, et comprenant que la famille était quelque chose que nous définissons par l'amour, et non par l'obligation. Cette nuit-là, j'ai glissé Avery dans le lit, brossant les cheveux en arrière et souriant à la montée paisible et à la chute de sa poitrine. J'ai embrassé son front et j'ai chuchoté, « Merci de m'appeler papa. » Il remua, ouvrant un œil dans un regard endormi qui a fait fondre ma résolution en pur amour. « Je t'aime, papa, marmonna-t-il, se rendant au sommeil. Dans sa voix, j'ai entendu d'affirmation de chaque choix que j'avais fait. Le choix de partir, de construire, de revenir. Et je savais que tout ce qui nous attendait, notre famille, s'appuie sur nos propres conditions, serait fort. Un témoignage du pouvoir des promesses tenues. La question d'Aver est venue de nulle part un matin comme nous assis à la table de la cuisine, la lumière du soleil glissant à travers les stores et peignant des rayures sur sa chemise bleue pour bébé. Il tenait une cuillère de céréales à mi-chemin de sa bouche et s'arrêta, froncement de concentration que j'avais appris à lire comme un livre. « Papa » a-t-il demandé, voix petite mais insistante. « Pourquoi n'ai-je pas de grands-parents » J'ai gelé la mi-artée pleine, le lait se détendant dans ma bouche. Mon cœur bégaya, un oiseau contre sa cage. J'ai regardé Léona, qui remuait du café au comptoir, et j'ai vu l'inquiétude scintiller dans ses yeux avant qu'elle ne force un sourire rassurant. J'ai pris une profonde inspiration, avalé les céréales et posa la cuillère. J'ai atteint la table et j'ai placé ma main sur la sienne. C'est une grande question, mon pote, dis-je doucement, ma voix stable malgré la tondeuse dans ma poitrine. Vos grands-parents de mon côté ont choisi de ne pas être dans nos vies. Avery inclina la tête, les yeux écarquillés et encore trop jeune pour saisir pleinement la gravité de la réponse. Mais je les veux, a-t-il insisté, comme mon ami Emma. Sa lèvre inférieure trembla. Ma gorge se resserra. Je n'avais pas prévu que mon fils ressentirait si vivement l'absence. Je me suis arrêté, à la recherche des bons mots. Léona s'avança et s'agenouilla à côté de lui, enroulant un bras autour de ses épaules. Certaines familles sont compliquées, a-t-elle dit, la voix douce comme une berceuse. Mais nous sommes aussi une famille, et nous vous aimons plus que tout. Le regard d'Avery se déplaça entre nous, la confusion trouble toujours son petit visage. J'ai avalé et hoché la tête. Vos grands-parents font partie de notre histoire, et peut-être qu'un jour ils choisiront de faire partie de la vôtre. Resurfaçage de perte avec une nouvelle intensité. Plus tard dans la soirée, après que Léona ait glissé Avery dans le lit et l'embrassé sur une bonne nuit, je me suis retiré au bureau à domicile. La lueur douce de mon ordinateur portable a illuminé les photos épinglées au-dessus de mon bureau. Léona dans son casque en surveillant un pont. Avery se déroulant à travers un champ de fleurs sauvages. Et cet instantané s'est fané dans un bus il y a 11 ans. Mes doigts planaient sur le clavier alors que je composais un email à ma cousine Camille, un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis que nous étions tous les deux des enfants. J'ai tapé et supprimé à nouveau, cherchant un ton qui n'était ni plaidant ni accusateur, mais simplement honnête. J'ai expliqué la question d'Avery,
mes propres regrets et la possibilité que mes parents n'aient jamais réalisé ce qui leur manquait. J'ai appuyé sur Send avant de pouvoir me retirer de moi-même. Mon doigt tremblait sur la souris alors que je regardais le curseur tourner, envoyant mes mots dans l'éther numérique. Le lendemain matin, ma boîte de réception pigne avec un nouveau message. Papa a eu une crise cardiaque la semaine dernière. Il est stable maintenant, mais il vous demande. Les mots s'échappaient devant mes yeux, et j'ai senti ma poitrine se resserrer comme si un étau avait serré autour de mes côtes. J'ai lu l'email 2 fois, puis encore, peu disposé à accepter la réalité que mon père, l'homme qui m'avait vu s'éloigner sans lever sa voix, était maintenant allongé dans un lit d'hôpital parce que son propre cœur l'avait trahi. Mon souffle a pris. J'ai arraché le téléphone depuis son berceau et composé Léona. Quand elle a répondu, je pouvais à peine parler. Mon père, une crise cardiaque. Ma voix a craqué. Elle était à mes côtés en un instant, sa force calme qui me ancrant au milieu de ma tempête de culpabilité et de peur. Nous irons, a-t-elle dit sans hésitation. Quand voulez-vous partir? En moins d'1 heure, j'avais effacé mon emploi du temps, informé mon équipe et emballé un sac à Duffel. Avery regardait en curiosité silencieuse alors que je me dépêchais dans le salon, pliant les vêtements et jetant des articles de toilette à l'intérieur. Il a été en train de me dépasser, serrant son ours. Où allons-nous, papa? Il a demandé. Je me suis agenouillé à son niveau, j'ai brossé ses cheveux en arrière et j'ai forcé un sourire. Nous allons voir grand-père, dis-je, les mots goûtant comme hache sur ma langue. Son visage s'éclaircit au nom, et il me serra fétime avec étreinte autour de la jambe. Dans cette étreinte, j'ai ressenti tout le poids de mes choix. Le garçon que j'avais perdu contre la fierté, l'homme que j'avais fait construire sur des leçons de persévérance, et maintenant le père que j'avais aspiré à être, celui qui pouvait offrir à son fils une relation avec ses grands-parents. Le trajet vers l'aéroport était silencieux, à l'exception du bourdonnement du moteur et du signe de tête dans mon estomac. J'ai regardé par la fenêtre pour passer des bâtiments, chacun un rappel des ponts construits et des voies croisées. Léona a tenu ma main, sa présence un vœu de soutien indéfectible. J'ai pensé au jour où je quittais la maison avec seulement une promesse de montrer à ma famille qui je pourrais devenir sans eux. Maintenant, je revenais avec mon fils et Toho, déterminé que cette fois, nous ne serions pas refoulés. Alors que les toits de la ville s'éloignaient derrière nous, je me suis volé pour tout ce qui attendait dans la chambre d'hôpital. J'ai résolu que ce que je peux rencontrerait ses grands-parents, et je ferai face à mon passé avec honnêteté et courage. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti l'agitation de l'espoir, fragile mais insiste, me guidant vers la réconciliation. Au moment où notre SUV noir s'est arrêté devant la maison de mes parents, j'ai senti chaque paire d'yeux sur moi, des voisins regardant derrière les rideaux, un transporteur masculin en pause à mi-puissance, même le bourdonnement lointain de la circulation immobilière par la curiosité. Léona tendit la main sur le siège et me serra la main. Avery, attaché dans son siège d'auto à côté d'elle, tira sur ma manche et chuchota, « Sommes-nous là, papa ?» J'ai rencontré son large regard dans le rétroviseur et j'ai offert un petit sourire constant. « Oui, mon pote. Nous sommes ici. » J'ai pris une profonde inspiration et je suis sorti, l'air croustillant du matin portant l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et des fleurs de magnolia. J'ai ajusté ma veste de costume sur mesure, sentant son poids s'installer sur mes épaules comme une armure, et j'ai fait un pas vers la porte. Ce faisant, j'ai aperçu mon reflet dans les numéros de maison en laiton poli. Le garçon que ma mère a appelé une fois une honte se tenait maintenant debout avec le fils qu'elle n'avait jamais rencontré. Nous avons approché le porche avant dans un seul fichier. Moi à la main tendance vers le verrou de porte. Léona se dirige derrière sa posture inébranlable et Avery se déplaçant en avant avec une confiance instable. Mon père se tenait au seuil de son cadre gambait ses épaules au carré comme si elle se préparait pour la confrontation qu'il avait initiée. Ses yeux ont rencontré les miens pour un battement de cœur avant de se diriger vers Avery, dont le creux curieux a rencontré celui de son grand-père pour la toute première fois. L'expression de mon père s'adoucit, la ligne dure autour de sa bouche vacillait alors qu'il prenait l'enfant avec les yeux de Léona et mes mains agitées. Ma mère planait derrière lui, les bras pliés, les lèvres pressées dans une fine ligne qui parlait de choc, de peur et de quelque chose comme un regret. Je sentais son regard brûler à travers moi comme si je me désose à s'effondrer. Mais je me suis tenu au sol. Papa, j'ai commencé, Voicecom, portant la confiance née des années passées à construire Queen numérique d'une promesse tremblante et d'un bureau de sauvetage. C'est Avery. J'ai débrouillé ma main de la porte et j'ai fait un pas de plus, geste vers mon fils. Avery a tendu à la main, hurlant dans le milieu de l'air, comme si dit le poids.
Une poignée de mains silencieuses à travers des années de silence. Couverture. Couloir. Les souvenirs rugissent dans ma poitrine comme si la maison elle-même expirait des décennies d'histoire. Mon père a fermé la porte derrière nous, le clic résonnant comme un gafle, signalant un nouvel essai. Il a fait un geste vers le salon où la lumière du soleil coulait à travers de lourds rideaux, illuminant un canapé exagéré qui avait autrefois été mon sanctuaire. J'ai remarqué que la table basse Sherrywood est marquée avec des taches de rigne et les coussins de la soie ont toujours enregistré l'empreinte de mon père. « S'il vous plaît, asseyez-vous », dit-il en hochant la tête vers le canapé. Nous nous sommes installés dans le rembourrage usé. Avery entre nous sur un oreiller en peluche, Léona à ma gauche et mon père à ma droite. Ma mère s'attarda par la fenêtre, ses yeux traçant le contour de notre famille sur le canapé. Les barrières crépitaient dans le silence et j'ai senti la tension pulser comme un courant électrique. Je me suis penché et j'ai pris la main d'Avery, m'étudier. « Papa, maman », j'ai commencé, se tournant directement vers eux. Je ne suis pas là pour des excuses ou des récriminations. Je suis là pour que Avery sait d'où il vient et que vous sachiez qui il est. Le regard de mon père s'est adouci davantage. Ses yeux brillèrent de l'éclat des larmes non lasses. Ma mère s'avança, plaçant une main prudente sur mon épaule. « Jasper, murmura-t-elle, voix tremblante, nous avions tort. » Les mots étaient suspendus dans les airs, fragiles et beaux. J'ai fermé les yeux, ressentant le flot d'émotions que j'avais mis en bouteille pendant des années. Quand je les ai ouverts, j'ai vu à la fois un soulagement et une douleur gravée sur son visage. « Merci, dis-je doucement. Cela signifie plus que vous ne le savez. » Pour un battement de cœur. Le temps suspendu. Ensuite, Avery tira sur ma manche et leva les yeux avec des attentes innocentes. Mon père s'est penché en avant, ébouriffant les cheveux d'Avery avec la même douceur qu'il refusa autrefois de m'offrir. « Montrez-moi votre ours », a-t-il dit, une voix épaisse d'émotion. Avery a tenu son ami en peluche, et il a dit la main de mon père et a dit « Je suis fier des coutures usées ». L'autre épaule est de savoir des larmes et des sourires provisoires. Il nous avait amenés ici, mais c'est enfin de l'amour qui nous guiderait chez nous. La porte de la cuisine s'est ouverte sur des charnières familières qui grinçaient comme ils l'ont fait la nuit où je suis parti, et l'odeur de nettoyant au citron et de chêne poli m'a précipité comme une accusation. Ma mère se tenait près du poêle, son tablier impeccable, comme si je m'attendais à ce que j'allume et prétends que les 11 dernières années ne s'étaient pas produites. Mon père planait au comptoir, les mains pliées, les yeux fixés sur le linoléum qui a autrefois été témoin de mes faux pas. Je m'avançais, Léona à mes côtés, Avery serrant son ours derrière nous. Ma mère m'a appelé une honte. Dis-je, la voix calme mais lourde avec la mémoire. Elle se figea, louche à la main. Le temps s'étira en rencontrant son regard. Une fois si froid, maintenant scintillant avec quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Avery a tiré sur ma manche et a demandé, « Papa, qui est cette dame ?» Je me suis agenouillé, le soulevant à ma hanche. « C'est grand-mère, lui dis-je. Elle m'a appelé une honte quand j'avais votre âge. Ce soir, je suis là pour que vous saurez que ce mot ne vous définit pas. » Les lèvres de ma mère tremblaient. Elle s'assit sur la louche et croisa les bras. « Tu es revenu pour ça, chuchota-t-elle. » J'ai secoué la tête. « Non, je ne suis pas là pour des excuses. » J'ai laissé mon regard balayer la pièce. Armoire vive, le comptoir poli, le calendrier avec des notes fanées et les anniversaires de famille que j'ai ignorés. Je suis ici donc Avery sait d'où il vient, dis-je, voix stable. Et donc, vous voyez ce qui se passe lorsque quelqu'un refuse d'être défini par des mots durs. Elle inhalait brusquement. Mon père s'est déplacé, les yeux se levant enfin du sol. Avery regarda entre nous, la curiosité brillant dans ses jeunes yeux. Maman, continuai-je. C'est votre petit-fils. Il mérite de savoir que ses grands-parents l'aiment. Les épaules de ma mère tremblaient, et elle s'avança pour brosser une tache de fleur de la joue d'Avery. Elle a fermé les yeux comme si elle a goûté à la culpabilité et à la fierté se mêler à sa langue, puis m'a regardé. Je suis désolé, je me faisais la Luia, à me soucier de la Léona, à avoir une voix, à me faire du poids. Chose, la sas de la sas passée de l'accusion de l'accustement. Tension. Son petit doigt. J'ai regardé mes parents en face de moi. Les yeux de ma mère scintillaient de larmes non lasses, fermes de la mâchoire de mon père, mais ses épaules se détendaient. J'ai pris un souffle stable. Avery, dis-je doucement, soulevant le sous-ruissellement et le lui donnant. Il leva les yeux avec curiosité, puis se déplaça en avant et le tendit à mon père.
Au revoir, grand-père. Il a annoncé clairement, sans hésitation. Le souffle de mon père a pris. Il se pencha en avant, balayant Avery dans ses bras et le serrant avec une douceur surprenante. Ma mère cligna des yeux rapidement comme si le moment était trop rapide pour s'inscrire. Je m'éclate la gorge. Le garçon que vous avez appelé une fois une honte vient de lever un meilleur homme. Je lui ai dit, la voix stable et sûre. Elle leva la tête, rencontrant enfin mon regard. Quelque chose a changé dans son expression, un mélange de fierté et de remords qui a adouci ses traits. Mon père a tapoté mon épaule, reconnaissance silencieuse de la distance que nous avons époustouflée. Léona a tendu à travers et m'a serré la main. Avery a ri dans les bras du père, se tapotant le dos dans une imitation de réconfort d'un enfant. La pièce remplie d'une chaleur douce qu'aucun silence ne pouvait se briser. Dans cet échange final, l'adieu innocent de mon fils et l'acceptation tremblante de ma mère, j'ai vu notre passé de mal se transformer en une nouvelle promesse. Cet amour pourrait survivre aux maux durs et cette famille une fois fracturée pourrait trouver l'unité à travers la simple vérité de l'étreinte d'un petit enfant. Je me tenais des plaques de rassemblement et lisse la lumière du cœur. Alors que nous nous dirigeons vers la porte, 3 générations côte à côte, j'ai réalisé que le dernier mot n'avait été à moi ni mes parents. C'était le sien par grand-père. Et dans ce mot, tout espoir pour notre avenir.